bien comprendre l'histoire de Kuma, nous allons commencer par nous pencher sur son enfance. Dans la section SBS du volume 63, Kuma est montré enfant avec le reste des grands corsaires. Son design est très intriguant. Il est différent par rapport aux autres grands corsaires. En effet, il porte un fagot de bois sur son dos et lit un livre intitulé Ninokin. Le terme Ninokin évoque en fait Nimonia Santoku. Cela nous laisse justement penser que Kuma a été inspiré par ce personnage. Et voici quelques informations sur ce dernier. Son père est mort quand il avait 14 ans et sa mère est morte 2 ans plus tard, placé dans la famille de son oncle. Pendant qu'il travaillait sur les terres de son oncle, Santoku étudiait de son côté. Plus tard, il a obtenu par ses propres moyens des terres abandonnées qu'il a transformées en terres agricoles et a fini par restaurer son foyer par ses propres moyens à l'âge de 20 ans. Il a acquis une richesse considérable en tant que propriétaire terrain à l'âge de 20 ans. Recruté par le shogun pour diriger le domaine d'Odawara, puis la province de Sagami, il se heurte à l'opposition de ses collègues bureaucrates. Il finit par se voir confier l'un des domaines du shogun, ce qui était un grand honneur pour quelqu'un de sa basse origine. Kuma et Santoku partagent donc bien leur origine modeste, 2 travailleurs des champs et chacun de s'est élevé à une hiérarchie plus haute. En tant que roi pour Kuma et comme grand propriétaire terrain pour Santoku, Barsomelo Kuma a consommé un fruit du démon de type paramecia nommé Nokyo Nokyo Nomi, fruit des coussinets en français. Ce dernier procure à son utilisateur la capacité de repousser tout ce qu'il touche à l'aide de ses coussinets. Il peut s'agir d'objets tangibles ou intangibles, tels que l'air ou des attaques, tout comme des êtres vivants. Un autre des pouvoirs de ce fruit du démon est qu'il permet à son utilisateur de pousser les choses à la vitesse de la lumière. Grâce à ce pouvoir, il suffit à Kuma de toucher ses cibles avec l'une de ses mains pour les faire disparaître. En réalité, ils ne disparaissent pas, mais sont repoussés et envoyés dans un autre endroit choisi par l'utilisateur, même si cette destination se trouve à plusieurs jours de distance. Kuma se sert également de ce pouvoir pour se mouvoir rapidement comme s'il se téléportait. Pour cela, il utilise ses coussinets pour repousser l'air en grande vitesse. Le Nikyu Nikyu no Mi permet également à Kuma de dévier même les choses immatérielles telles que les douleurs et la fatigue. Cette capacité est donc pratique pour guérir les gens comme Kuma l'a fait pour Luffy en lui retirant toute la souffrance qu'il a subie sur le navire Thriller-Bark. Luffy s'est donc tout de suite senti en pleine forme. Par contre, il faut noter que cette pratique a été rendue possible parce que Zoro s'est offert pour prendre la douleur de son capitaine sur lui. Le pouvoir de Kuma n'est donc pas de guérir les personnes directement, mais plutôt d'extraire et de transférer les dommages sur un autre. Une autre caractéristique primordiale de ce fruit du démon est qu'il permet à Kuma de réaliser des attaques de destruction massive, nommées Osuk Shock. Cette technique consiste à une bombe remplie d'air extrêmement comprimé. Kuma la crée en repoussant l'air entre ses 2 mains. Avec cette attaque, Kuma est capable de détruire une île ou de blesser des adversaires comme Little Oz. Imaginez la puissance de ce fruit. Il est aussi destructeur que le fruit de barbe blanche, le Gura Nomi. C'est monstrueux ce gars. Il avait une puissance mais démentielle. Dommage qu'on n'a pas pu le voir s'exprimer à 100%. Cependant, ce fruit du démon comporte une faiblesse. Le pouvoir de repousser les attaques nécessite que Kuma utilise ses mains. Par contre, cette faiblesse est plutôt bien comblée par la grande résistance du blindage de Kuma en tant que cyborg. Comment quelqu'un de gentil et doux selon Sabo peut-il hériter du titre de tyran? Pourquoi Kuma est-il devenu un grand corsaire et pourquoi a-t-il apparemment abandonné son royaume? Est-ce que ce qui l'a conduit à sacrifier son esprit et son corps pour devenir le PX0 et subir les expériences de Vegapunk ne sont pas plus profonds que cela? Comme nous l'avons déjà dit, il est possible que Kuma ait dépensé le tribut céleste pour nourrir le royaume de Sorbet. Cela a sans aucun doute mis en colère le gouvernement mondial et encore plus les dragons célestes, les obligeant à intervenir. Le gouvernement mondial a donc pu être envoyé par les dragons célestes pour détruire l'île et montrer l'exemple au reste du monde. Cependant, Kuma a endossé l'entière responsabilité en disant que c'était seulement sa décision de défier les nobles. Connaissant la force de Kuma, au lieu de le tuer, le gouvernement mondial a décidé de le forcer à devenir un grand corsaire. Afin d'expliquer au monde entier pourquoi un roi a quitté son royaume pour devenir un grand corsaire, le gouvernement mondial a sans doute publié un faux récit. Kuma étant un tyran et les marines sont venus libérer le royaume de Sorbet de son souverain maléfique. Nous savons que le gouvernement a l'habitude de manipuler l'information, comme nous avons pu le voir au scan 956 avec leur demande pour Big News Morgan.
En faisant passer Kuma pour un tyran, cela confère à Kuma une réputation impitoyable, ce qui est exactement ce qu'il faut pour devenir un bon corsaire. Il se pourrait également que le gouvernement mondial ait forcé Kuma à faire certaines de ses basses besognes, ce qui lui aurait également permis d'acquérir cette réputation redoutable. Avec mon explication précédente, nous comprenons mieux pourquoi Kuma a pu vouloir rejoindre les révolutionnaires. Il aurait en effet toutes les raisons du monde de vouloir inverser le pouvoir qui l'a contraint à effectuer des actions répréhensibles. En plus de cela, la famine de Sorbet le sensibiliserait particulièrement à l'injustice que représente le tribut céleste et le ferait partager les convictions de l'armée révolutionnaire. Nous avons beaucoup parlé de zones floues du passé de Kuma. Essayons maintenant d'élucider un passage connu et qui n'est pourtant pas encore complètement clair. Que voulait faire Kuma à Sabaody en séparant les Mugiwara? En réfléchissant aux îles où Kuma a choisi d'envoyer les chapeaux de paille, nous pouvons voir qu'elles ont tous deux points communs. L'île n'a aucun lien avec le gouvernement, ce qui signifie que leurs autorités ne s'y appliquent pas ou qu'ils ont été oubliés par le gouvernement. L'île a des liens avec l'armée révolutionnaire. Kuma n'a pas seulement choisi ces îles parce qu'elles seraient des endroits sûrs pour que chaque membre puisse se cacher, mais aussi apprendre et s'améliorer. Alors pourquoi Kuma se soucierait-il qu'ils s'améliorent ou apprennent quelque chose? Il aurait pu les envoyer tous sur la même île. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Kuma a sans doute agi cela sous les ordres de Dragon. L'armée révolutionnaire est une organisation puissante et pour qu'un groupe comme eux puisse opérer comme ils le font, ils doivent avoir un réseau de renseignements étendu et profond. Avec un tel réseau, ils ont probablement été en mesure d'en apprendre beaucoup sur l'équipage et grâce à ces informations, Kuma a déterminé les meilleurs endroits où les envoyer. Dragon s'assure probablement que son fils et son équipage soient assez forts pour leurs futures aventures. Après tout, ce ne serait pas la première fois que Dragon veille sur Luffy dans l'ombre. En utilisant les informations que l'armée révolutionnaire avait sur l'équipage et ce que Kuma lui-même savait, il a pu les envoyer sur différentes îles. Robin s'est retrouvé au Tequila Wolf, ce qui l'a mise entre les mains de l'armée révolutionnaire, ce qu'elle voulait. Nami a fini à Wefteria où elle a appris plus sur la météo et a obtenu des améliorations du climat. Chopper a fini au royaume de Birdie où il a pu étudier la médecine. Usopp a fini dans l'archipel de Bomui où il a obtenu des nouvelles armes et est devenu plus résistant. Sanji a fini dans le royaume de Kamabaka, un pays révolutionnaire, où il a dû fuir des monstres, ce qui l'a rendu plus fort et lui a donné de nouvelles recettes. Zoro a fini au royaume de Mugi, qui n'est pas seulement la maison et le lieu d'entraînement de Œil de Faucon. Franky a fini à Baltimore, la patrie de Vegapunk. Luffy s'est retrouvé à Amazon Lily pour apprendre ce qu'est le Haki. Brook était encore un inconnu de l'armée révolutionnaire. Ils l'ont donc placé là où il pourrait être en sécurité, apprendre et peut-être aider les gens. Maintenant, avec les emplacements de Robin, Franky et même Sanji, nous pouvons voir que Kuma et Dragon ont sans doute placé intentionnellement les révolutionnaires sur le chemin des chapeaux de paille. Notons enfin que le dernier ordre auquel voulait obéir Kuma et implanté par Vegapunk était de protéger le Thousand Sunny. Ce scientifique de génie pourrait-il lui aussi être un révolutionnaire? Kuma était considéré comme le plus loyal des grands corsaires. Sous cette réputation et ce titre de tyran, se cachait sans doute en fait un ancien paysan devenu roi par preuve de son courage et de sa dévotion pour son peuple lors d'une grande famine. Cette bonté d'âme et son altruisme ne l'ont jamais quitté et l'ont dirigé vers les forces des révolutionnaires. Que pensez-vous de cette explication de l'histoire de Kuma? Pensez-vous qu'il a pu être un bon roi ou au contraire mérite-t-il son titre de tyran? Et quels mystères peuvent se cacher derrière l'histoire du royaume de Sorbet? Laissez un commentaire, likez et abonnez-vous pour ne rien rater. Peace.